Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari. Dans un instant, le sommaire. Préparatif de la fête tournante du 18 décembre à Dosso. Le ministre d'État à la présidence Alba Diabouba ce week-end dans la cité de Germakoy. Objectif de cette mission d'inspection, constater l'évolution des différents chantiers du Dosso-Souga. Hajj 2014, les pèlerins en attente d'un avion sont plongés dans l'incertitude. L'attente n'est pas sans conséquence. Reportage sur un site de pèlerins dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Dosso se prépare pour accueillir la fête tournante du 18 décembre, date anniversaire de la proclamation de la République. Le week-end écoulé, le ministre d'État à la présidence, président du comité interministériel chargé de l'organisation de cet événement, est allé constater l'évolution des travaux sur les différents sites qui vont abriter les festivités. C'était en compagnie de nos envoyés spéciaux Abdelrazak Idrissa et Ibrahim Abdou. De la cité sans logement ou cité du 18 décembre à l'entrée ouest de la ville de Dosso, au bataillon interarmes de Agali, en passant par l'arène Salma Darani, le stade régional, la tribune officielle, la résidence présidentielle, la place Sofa Collé, les compagnies de la gendarmerie et de la garde nationale, celles des sapeurs-pompiers, la direction départementale de la police ou encore le centre médical de Manguékwara. Le président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014 s'est arrêté pour au moins un quart d'heure sur tous ces chantiers pour recevoir des explications sur l'évolution des travaux. Certains sites sont nouveaux, d'autres sont en réhabilitation et ou extension. Et à tous les niveaux, l'évolution est satisfaisante, même si on n'avance pas de chiffres en termes de pourcentage à 2 mois seulement de l'événement. Quand on fait les estimations cumulées comme ça ne traduit véritablement pas l'évolution exacte des travaux. Nous avons circulé avec vous dans certains endroits. Vous avez vu, il y a certains chantiers où vous avez des bâtiments qui sont à 65-70%. Il y a quelques bâtiments, par exemple, prenons comment on appelle ça, des sanitaires ou des bâtiments, si vous voulez, qui ne sont pas des annexes ou quelques annexes qu'on peut exécuter en peu de temps, qui sont à 0% ou à 0,5%. Alors quand vous faites la synthèse, ou du moins c'est la moyenne entre les 65% plus 0%, vous divisez par 2, vous vous rendez compte que vous tombez à 35% ou à 32,5%. Donc ça ne reflète pas forcément la réalité. Moi, les taux d'avancement, et effectivement, ils reflètent une partie, mais ce n'est pas toujours le plus important. Vous savez, un chantier, tant que vous n'avez pas remis les clés à celui qui vous a mandaté de le réaliser, vous ne pouvez pas dire toujours que vous êtes satisfait. La voirie urbaine de Dosso est également en pleine évolution. Plusieurs routes sont reprises, de nouvelles sont construites. Le pavoisement et l'éclairage public se poursuivent aussi au grand plaisir des populations de la ville Soga en plein chantier. À l'occasion des festivités de Dosso Soga, la cité de Germakoy abritera un colloque international qu'organisera conjointement l'université de Niamey et celle de Sokoto. Objectif, contribuer à améliorer l'état des connaissances sur l'histoire du Ziggy des Dalol et du Kébi. Les membres du comité d'organisation de ce colloque international étaient eux aussi ce week-end à Dosso. Retrouvons nos envoyés spéciaux Abdelrazak Idrissa et Ibrahim Abdou. Ce colloque sera la particularité de Dosso 2014, au-delà bien sûr du fait que c'est avec Dosso que l'on renoue avec la fête tournante du 18 décembre après 4 ans d'interruption. Il est l'idée d'un professeur originaire de la ville, l'historien et socio-économiste Bourema Alfagado. Les interrelations entre l'état de Birnin-Kébi au Nigeria et le Ziggy et les Dalol des communautés de la région de Dosso sera le thème de ce colloque. Vous savez que c'est la frontière qui sépare nos populations entre le Niger et le Nigeria. Et si on remonte dans l'histoire,
Vous savez que cette région, à un moment donné, la région du Nigeria qu'on appelle la région du Kebbi, a été sous domination de l'Empire Songhai, le grand Empire Songhai. C'est en fait les mêmes populations. Et c'est sous le règne de l'Askia, d'un Askia de Gao, l'Askia Mohamed, qu'un roi du Kebbi, qu'on appelle le Kanta du Kebbi, a pris son indépendance et il a créé donc un État indépendant, le Kebbi. Et depuis des siècles, les populations ont eu des relations. Plus récemment, au 19e siècle, c'est-à-dire il y a moins de 200 ans, une amitié a été créée entre des guerriers. Un guerrier de Géchémé, dont j'oublie le nom, un guerrier de Kibri, Samna Karfe, un guerrier de Nichi, Daoud Bougram, et un guerrier de Kébi, Yacoub Navame. Et c'est grâce à leur amitié qu'on a créé un concept qu'on appelle Rikon Kébi. Le Kébi était à l'époque sous domination. Et leur amitié a permis de libérer le Kebbi. Et cette amitié, c'est ça que les chefferies ont conservé jusqu'ici. C'est pourquoi à chaque manifestation, vous verrez le chef de Kebbi ici. En fait, c'est une histoire très récente. C'est ça que nous avons voulu que les jeunes d'aujourd'hui comprennent. La visite ce week-end du ministre d'État à la présidence de la République a été mise à profit par le comité ad hoc scientifique et technique chargé de l'organisation de ce colloque pour se présenter aux autorités et aux populations de la ville de Dosso, mais aussi expliquer les objectifs. Quand on va réunir nos collègues et toutes les personnes ressources, et nous souhaitons qu'il y ait des spécialistes de la tradition orale. On aimerait que ces personnes viennent raconter l'histoire, viennent faire comprendre aux jeunes les liens qui existent entre ces populations. On veut qu'à l'issue du colloque, l'état des connaissances de toute la région soit établi. Et nous allons essayer que cette rencontre soit mise au profit pour également exposer des objets d'art. Et les résultats seront l'objet de publication de plusieurs livres. Des livres qui seront aussi bien en anglais qu'en français, parce que nos collègues du Nigeria sont anglophones. Le colloque débutera le 14 décembre 2014. Il sera animé par des enseignants des universités Abdou-Moumouni Diofo de Niamey et Ousmane Danfodio de Sokoto. Il est aussi attendu des conférenciers d'Europe et de l'Amérique. Parlons Hajj dans ce journal. Les conditions d'attente sont de plus en plus difficiles pour les pèlerins venus des différentes régions de notre pays et qui attendent d'être acheminés à la Mecque. La plupart de ces pèlerins ont déjà dépassé le nombre de jours qu'ils devraient passer à Niamey par manque d'avion, ce qui du coup rend les conditions de vie difficiles, notamment pour les moins nantis qui sont hébergés dans des écoles et centres publics comme la Samaria de Sabongari où s'est rendu ce matin nos reporters Michel Légy et Sadoumi. C'est une situation pitoyablement lamentable que vivent ces futurs pèlerins. Ici, pratiquement tout se fait en plein air sans un grand aménagement pour la circonstance. ko passport din mu babu ga hannu ba mu da visa ga hannu kullun suna zuwa suna ga mana batutun banza da wadanda ba su unwani mu da gaskiya kai akwai ma wadanda suka mutu wurin. Vraiment, nous avons sérieusement des problèmes. Nous, on a déjà fait 15 jours ici sans même encore avoir reçu nos passeports et visas. Et les conditions d'attente sont difficiles. Il y a eu même un décès. Nous, s'ils savent qu'on n'est plus partant, on n'a qu'à nous le dire pour que nous puissions retourner et gérer nos travaux champêtres. mu dai an babu kalin mu tsaya mu tafi gida mai aikin gona kana iske mata da maza tare wuri guda ka iske toilet bi ko douche bi avec deux toilettes ou deux douches, c'est vraiment difficile d'être ensemble, surtout avec des femmes parmi nous. Religieusement même, ce n'est pas normal. 500 personnes suke cikin garkan nan kun gani wanda yake ba sai ma an ga muku ku da kanku ku ne edo ku ne baki
L'État doit prendre en compte, parce que les gens de l'agence aussi souffrent. Il y a des gens qui ont versé leur argent à la Mecque pour les hôtels. Aujourd'hui, ils ne veulent plus accès à leur argent. Alors, parce que c'est la faute, c'est la politique qui est rentrée dedans. On n'est pas venu pour rester à Niamey. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas Niamey. Même le nom de quartier ne connaît pas. Donc, c'est que l'État doit faire possible que les gens doivent partir. C'est ça qui est important de tout chacun de nous qui sont venus ici. Pour la plupart des responsables d'agences, c'est du jamais vu dans l'organisation du Hajj au Niger depuis la mise en place du Koro, où l'affluence devient de plus en plus pressante ces derniers jours. Les agences ont payé tout. Les agences ont versé l'argent intégral. Toutes les agences qui sont là, qui attendent, tous les gens ont leur passeport plus les visas. Même les visas qui nous ont été donnés, on a payé avant d'avoir les visas. Voilà. Si tu ne payes pas l'argent de l'avion, tu ne payes pas les chambres, tu ne payes pas la nourriture, on ne te donne pas le visa. Nous, au niveau de toutes les agences, chacun a son passeport plus le visa. Nous, tout ce qu'on attend, on a versé l'argent. On veut que nos pèlerins aillent prier pour le rite du Hajj. Franchement, il faut que l'État fasse quelque chose. Apparemment, c'est une situation qui est stable, rien n'a changé. Donc, le premier avion qui est en train de prendre les gens n'a pris que, je crois, pas plus de 3 000 à 4 000 pèlerins. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore là. Il y a à peu près 9 000 pèlerins qui sont là et qui n'ont pas bougé. Donc, apparemment, c'est la même situation, quoi. Il faut gérer. Au niveau des responsables de ce commissariat, l'on a préféré laisser une consigne d'interdiction d'accès aux journalistes à l'entrée en attendant une décantation de la situation. Si rien n'est fait dans les jours qui suivent, un grand nombre de pèlerins nigériens risquent de voir leur pèlerinage avorté cette année. Un problème de transport qui doit être urgemment réglé en moins de 10 jours avant la fermeture des aéroports et sites du Hajj en terre sainte de l'islam. Et puis cette bonne nouvelle pour les pèlerins, aux dernières nouvelles, nous venons d'apprendre que la compagnie Air Niamey a eu l'autorisation du slot des autorités saoudiennes pour l'acheminement des pèlerins nigériens. Les premiers vols de Air Niamey vont débuter dès demain. Autre aspect de ce journal, le palais des congrès de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Ce projet est financé par la Banque mondiale pour intervenir dans 4 régions du pays, à savoir Difa, Dosso, Niamey et Tillabéri. Le compte rendu avec Adam Ousmana. Réduire la vulnérabilité des populations touchées par les catastrophes et renforcer leur résilience, tels sont entre autres objectifs assignés au projet de gestion du risque de catastrophes et de développement urbain. Un projet dont le lancement fait l'objet de la présente rencontre entre élus locaux, experts et cadres centraux et régionaux du ministère du Plan. Occasion pour le représentant résident de la Banque mondiale au Niger de faire une présentation sommaire de ce projet qui porte sur 106 millions de dollars américains avec comme zone d'intervention 4 régions du Niger, à savoir Difa, Dosso, Niamey et Tillabéri. Pour sa part, le ministre d'État, ministre du Plan, a fait la genèse des catastrophes ayant touché les populations nigériennes ces 3 dernières décennies, d'où l'importance selon lui de l'avènement du dit projet. La forte croissance démographique, le déboisement, l'érosion accrue des sols et la dégradation des terres dans les bassins hydrographiques en amont, ainsi que le changement et la variabilité climatique constituent entre autres autant de facteurs qui contribuent à l'augmentation des risques de catastrophes. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain constitue la réponse concertée du gouvernement et de ses partenaires pour faire face à ce défi réel, afin d'améliorer la résilience de notre pays face aux aléas naturels grâce à des interventions de gestion des risques de catastrophes sur des sites ciblés et au renforcement des capacités du gouvernement à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence. Ce projet s'inscrit résolument dans le programme de renaissance du président de la République, s'intègre harmonieusement dans le cadre du plan de développement économique et social 2012-2015 et de l'initiative 3N à travers son axe stratégique numéro 3, amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes.
À noter que ce projet est une suite logique du projet de développement des infrastructures locales PEDIL, initié par la Banque mondiale dans le cadre de son intervention au Niger pour le bien-être de sa population. Et puis, près de 500 travailleurs nigériens licenciés par la CNPC sans poser aucun respect des procédures en la matière. Un licenciement dénoncé et fustigé par le syndicat national des travailleurs du pétrole qui a reçu ce matin le soutien du ROTAP et de la centrale syndicale CGSL Niger. C'était au cours d'un point de presse résumé ici par Mamoudou Saleh. Tous unis, nous mettrons l'exploitation de l'homme par l'homme. Face au refus de la CNPC d'appliquer le protocole d'accord signé le 8 mai 2014, le syndicat national des travailleurs du pétrole SYNATRAP a exprimé sa colère. C'était au cours d'un point de presse animé par le secrétaire général du BEN SYNATRAP. Au cours de la toute dernière rencontre, où il était question du principal point d'achoppement, la question des indemnités, c'est-à-dire les indemnités de logement, eau, électricité plus communication. Les Chinois ont fait une proposition de 8 300 francs pour la totalité de ces indemnités. S'il vous plaît, camarades, c'est même une insulte à l'égard des travailleurs nigériens, à l'égard de la législation en vigueur au Niger. Et pire, un Chinois représentant la société BGP nous a dit à prendre ou à laisser, sinon qu'on parte faire ce qu'on veut. Autre chose, pour divertir les travailleurs et au-delà de l'opinion, une vaste campagne de licenciement a été entreprise au niveau de certaines sociétés. Tenez bien, au niveau de la BGP, 431 agents. Au niveau de la JWDC, 51 agents. Au niveau de la CNPC d'Agang, 4 agents ont été enregistrés pour le moment. Sont en instance de licenciement sans aucun respect des procédures en la matière. Cette sortie du syndicat des travailleurs du pétrole a enregistré la contribution de plusieurs invités, dont le coordinateur de ROTAP Niger, qui a appelé à une synergie d'action pour amener les compagnies étrangères à respecter les lois de la République. Cette situation interpelle l'ensemble des Nigériens, et notamment les travailleurs. Vouloir au Niger, en 2014, faire en sorte que des gens soient payés en indemnité, eau, électricité et logement 8 000 francs CFA, je crois que c'est l'ensemble des Nigériens que ça doit interpeller, l'ensemble des travailleurs. Si tant est que ces ressources, notamment le pétrole, appartiennent au peuple nigérien, nous ne pouvons plus continuer à dormir et à regarder ces sociétés venir s'enrichir chez nous et appauvrir les Nigériens. Nous lançons à partir d'aujourd'hui l'appel à la mobilisation générale de l'ensemble des organisations de la société civile nigérienne pour que nous puissions dire non à cette situation, pour que nous puissions dire non à ce génocide. Autre soutien de taille aux travailleurs du pétrole, celui de leur centrale syndicale, la CGSL Niger. Nous sommes indignés, surpris, écœurés et estomaqués de ce qui est en train de se passer au niveau des compagnies exploitant le pétrole au Niger. En lieu et place du respect de la législation en vigueur, vous venez d'entendre ce que le camarade secrétaire général du SYNATRAP a dit. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un licenciement abusif, illégal, qui ne respecte aucun droit. Et je vous assure, à partir de cet instant, ce combat n'est plus un combat du SYNATRAP, ça serait un syndicat, ça serait un combat de la CGSL Niger.
Plus que jamais déterminés à fléchir la CNPC à respecter les lois de la République, les militants du syndicat national des travailleurs du pétrole ont pris l'engagement de radicaliser la lutte dans les prochains jours. Autre grogne, les médecins spécialistes observent depuis ce matin une grève de 72 heures. Ce matin, les médecins spécialistes ont organisé une assemblée générale au cours de laquelle ils ont fustigé ce qu'ils appellent l'attitude du gouvernement qui refuse, selon eux, l'adoption de leur prime de spécialisation. C'était en présence de notre reporter Omar Issouf. Seule la lutte paye, c'est le slogan qui anime les militants du syndicat national des médecins spécialistes. Point de désaccord avec le gouvernement, la prime de spécialisation. Du coup, les médecins spécialistes ont décidé d'observer une grève de 72 heures, avec service minimum à partir de ce lundi 22 septembre 2014. Cette grève, c'est la conséquence de l'échec de ce qui s'est arrangé depuis juin dernier. Vous vous souvenez, en mai, on a lancé une série de grèves pour que justice soit faite à l'endroit des médecins spécialistes qui, après 5 à 6 années de formation, après le doctorat, ne reçoivent aucune rémunération. Il était question d'instituer une prime de spécialisation et de rendre réels les échelons de bonification. C'est dans ce cadre, pour apaiser le climat, que le Premier ministre a demandé à nous rencontrer le 29 juin. Il nous a demandé à l'époque de lui faire confiance et de s'asseoir à notre grève, surtout qu'on était au cours du mois béni de Ramadan, pour alléger la souffrance des paisibles citoyens. Je vous dis bien, depuis juin, depuis le 29 juin, donc ça fait à peu près 3 mois à ce jour que nous avons discuté avec le Premier ministre, mais jusqu'à présent, la solution n'est pas trouvée. Les médecins spécialistes ont également fustigé l'attitude, selon eux, irresponsable du gouvernement qui ne se soucie pas de négociations en vue de trouver une solution. On a demandé une audience pour rencontrer le Premier ministre pour essayer de savoir exactement ce qui se passe, parce que ça nous renvoie toujours à la case de départ, c'est pas correct. Et là, dès qu'on a demandé à le voir, c'est des rendez-vous, des faux rendez-vous à répétition. On nous dit la rencontre c'est dans 48 heures, c'est dans 72 heures, 48 heures, 72 heures. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le rendez-vous n'a pas eu lieu. On n'a pas pu rencontrer le Premier ministre. Et mieux, jusqu'à ce qu'on dépose notre préavis de grève de 72 heures, ils ne nous ont même pas appelés pour savoir ce qui se passe. Ça veut dire que les gens ne se soucient guère de notre situation, donc on a cherché qu'à nous berner, à jouer avec notre conscience. Après cette énième grève, le syndicat national des médecins spécialistes entend poursuivre son combat afin d'amener le gouvernement à prendre en compte leur prime de spécialisation. Ouvrons une page politique dans ce journal. La délégation régionale CDS Rama de Niamey était hier après-midi en assemblée générale au siège du dit parti. Il s'est agi pour les délégués régionaux de réaffirmer en présence d'un monsieur de justice leur soutien au bureau politique national dirigé par le président Mahaman Ousmane. Une déclaration a sanctionné cette assemblée générale. Elle a été lue par le président de la délégation régionale CDS Niamey. Il s'appelle Rabiou Gonda. De l'avis du parti, l'Assemblée générale se félicite de la clarté de l'arrêt numéro 150 du 19 août 2013 de la Cour d'appel de Niamey relatif aux sanctions disciplinaires infligées aux dissidents et à leur régularité. L'Assemblée générale rappelle que l'arrêt 13/156 du 6 juin 2013 du Conseil d'État s'est essentiellement fondé sur le jugement de défaut numéro 300 du 27 juillet 2011 qui a annulé les décisions de suspension prises contre M. Abdoulabo et autres, leur restituant ainsi leur qualité pour assister au congrès ordinaire du parti tenu à Zender les 3 et 4 septembre 2011. Or, ce jugement 300 a été mis à néant par la Cour d'appel de Niamey suivant arrêt 150 du 19 août 2013 qui déclare que ce jugement est sans objet, les sanctions prononcées ayant été entièrement exécutées.
La seule voie de recours qui restait contre ce dernier arrêt est le pourvoi en cassation. Or, aucun pourvoi n'a été formé contre le dit arrêt. Il est donc devenu définitif, irrévocable et exécutoire. Cela enlève donc toute base légale à l'arrêt que le ministre de l'Intérieur et les dissidents du parti tentent d'exécuter. Au demeurant, il faut aussi rappeler que l'arrêt 13/156 CIV n'a pas annulé les travaux du congrès CDS Rahma en date des 3 et 4 septembre 2011. Il a simplement cassé et annulé sans renvoi l'arrêt 55 de la Cour d'appel. L'Assemblée générale réaffirme la validité du congrès ordinaire qui s'est tenu régulièrement dans les délais les 3 et 4 septembre 2011 à Zender, et ceci en présence d'un huissier dépêché par les camarades en situation de sanction. Ce congrès ayant donné un mandat de 5 ans aux structures élues, il est donc définitivement entendu que le congrès ordinaire ne se tiendra qu'en septembre 2016, date légale et réglementaire. L'Assemblée générale de la délégation régionale CDS Rahma de Niamey déclare que les prétendues assemblées générales de la délégation nationale et le congrès convoqué par le sieur Maïdadji Alambey et consorts sont nuls et de nul effet et ne concernent en rien le CDS Rahma. Étant convoqué par une personne qui n'a pas les qualités requises et fait dans les périodes indues dans une parfaite irrégularité au regard des dispositions de la charte des partis politiques, notamment en ses articles 16 et 23, le statut de l'opposition en son article 9, notamment, et aussi au regard des statuts et règlements intérieurs de notre parti, le CDS Rahma. L'Assemblée générale lance un appel militant à l'endroit des camarades de Niamey ayant déjà purgé leurs sanctions pour qu'ils regagnent le parti dans l'œuvre de construction nationale. L'Assemblée générale de la délégation régionale de Niamey apporte son soutien sans faille au président du parti, le camarade El Hadj Mohamed Ousmane, et au bureau politique national du CDS Rahma pour tous les efforts inlassables qu'il déploie face à la gigantesque œuvre de concassage des partis politiques par le Gouri système. Pour sa part, l'opposition politique a animé ce matin un point de presse, une sortie médiatique de l'ARDR en réaction au dernier point de presse des députés de la majorité relativement à l'acquisition du nouvel avion présidentiel le Mont Greboun et au déplacement du président du CC à l'intérieur du pays. Le compte rendu avec Asman China. Il s'agit pour la RDR, à travers ce point de presse, de réagir par rapport aux propos du député Assoumana Malam Issa de la majorité qui, lors de son point de presse, a démenti l'information publiée par l'opposition selon laquelle le gouvernement a mis l'avion présidentiel à la disposition du président du CSC pour son déplacement à l'intérieur du pays. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un député de la majorité intervient pour défendre le Conseil supérieur de la communication, qui est censé être une institution, une autorité administrative indépendante. Le Conseil supérieur de la communication a suffisamment de ressources pour se défendre. Dans ces conditions, je ne vois pas, je pense que son intervention est suffisamment... Mais puisqu'il en parle tout de même, retenons ceci. Je précise d'abord que moi, je n'ai pas parlé du Mont Greboun. J'ai parlé d'avion présidentiel. Or, que je sache, le Niger est devenu assez riche pour se prévoir, pour avoir 2 avions présidentiels. Il y a le Mont Greboun et le Mont Bagsam. Et la spécificité, moi je n'ai pas dit Mont Greboun, je n'ai pas non plus dit Mont Bagsam, j'ai dit simplement avion présidentiel. Et la spécificité de l'avion présidentiel, c'est qu'il porte les couleurs nationales. Quand vous regardez les images ce jour-là, le contexte, le président qui descend à la passerelle de l'avion où il a trouvé les autorités et les couleurs de l'avion, pour le téléspectateur non averti ou qui n'a pas par mégarde voit tout ça, tu es tenté de penser que le président de la commission du Conseil supérieur était en mission.
quelle que soit la couleur de l'avion. Et je fais rappeler que si la confusion a pu glisser sur la couleur de l'avion, c'est pas leur faute. Relativement à l'acquisition du nouvel avion présidentiel, l'opposition continue de croire qu'il y a eu détournement malgré les argumentations apportées par la majorité. L'avion présidentiel a acheté à 20 milliards. Un certain nombre de gens nous ont dit, notamment un spécialiste, que je respecte beaucoup. J'ai même eu à demander à des amis suisses de nous donner. Nous avons dit que nous voulons acheter des avions. Ils nous ont dit avion neuf ou avion de reconnaissance. Nous avons dit avion d'occasion. Avion neuf ou avion d'occasion. Nous avons dit avion d'occasion. Notre ami nous dit que c'est la plus grande gamme que le Niger a choisie. C'est faux. C'est archi faux. La famille BBJ fut lancée en 1999. 3 versions existent. Les BBJ 1, ce que nous appelons les BBJ simple, c'est le cas de l'avion du Niger. Les BBJ 2 et les BBJ 3, respectivement basés sur les 737-700 BBJ 1, ce que nous avons au Niger, les 737-800 et les 737-900. Mais à cela s'ajoute une version convertible passager, les 737-700C, etc., etc. En ce qui nous concerne, les BBJ 1 et 2 et 3, leur prix varie entre 47 millions de dollars à 336 millions de dollars. Si vous prenez le BBJ 1, ça fait 47 millions de dollars. Vous convertissez en francs CFA. Je parle du neuf. Je ne parle pas de l'occasion. Je parle du neuf. Lorsqu'il a été mis sur le marché en 1999, il coûtait 47 millions de dollars. L'un dans l'autre, le dossier sur cette affaire est dans les mains de la justice. La vérité jaillira de l'avenir. Parlons environnement dans ce journal avec le sommet de l'ONU sur le climat qui s'ouvre demain à New York. 120 chefs d'État, dont le président de la République, Issou Mahamadou, sont attendus à New York. Pour Issa Garba, coordinateur de la plateforme de la société civile nigérienne pour le changement climatique et le développement durable, la société civile attend beaucoup de ce sommet de New York. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, après avoir constaté véritablement le stress climatique que nous sommes en train de vivre, le monde entier est en train de vivre, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le changement climatique est devenu un problème planétaire. Et à ce sujet, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a jugé utile de réunir vraiment tous les décideurs politiques au niveau international pour qu'ils viennent se pencher, réfléchir vraiment sur une sortie de crise ou bien comment résoudre ou bien atténuer ces effets qui ne cessent de nous affecter chaque matin que Dieu fait. Donc à ce sujet, effectivement, le président de la République, Mahamadou Issou, prendra part à ce sommet et il aura un discours à prononcer le 23. Effectivement, la société civile francophone réunie autour d'un réseau francophone qu'on appelle le réseau climat et développement francophone. Nous nous sommes réunis les mois derniers à Lomé pour pouvoir discuter sur l'avenir de l'Afrique, l'avenir même de la Terre par rapport au changement climatique et quelle alternative il va falloir par rapport aux énergies renouvelables qui aujourd'hui dépendent du changement climatique et la source d'énergie la plus fiable qui pourrait maintenir au moins la température qui aujourd'hui est en montée. Donc c'est à travers vraiment le sommet de Ban Ki-moon que nous avons fixé le thème de l'atelier de Lomé. Et l'atelier de Lomé a accouché d'une déclaration très souple qui attire l'attention de nos décideurs politiques vraiment à prendre une position sage et responsable face aux pays développés qui sont aujourd'hui à la base de la dégradation aujourd'hui de notre climat. Donc, et il a été recommandé à tous les parties prenantes à cet atelier, une fois de retour, de transmettre les conclusions de ces rapports-là ou bien de cet atelier-là aux décideurs pour que le décideur puisse intégrer un certain nombre d'idées qui ont été développées au niveau de cet atelier pour pouvoir faire un discours et ça fera en sorte que vraiment les discours de tous les chefs d'État soient un discours harmonisé et ça leur permettra de garder une position commune. Et au retour, effectivement, nous avons envoyé ces correspondances et nous avons envoyé ces déclarations et nous avons dit quelle est la position aussi de la société civile nigérienne, en particulier pour que le président de la République puisse avoir au moins une idée, une vision pour que
vraiment que le discours du président de la République qui sera prononcé sur la tribune des Nations Unies soit vraiment un discours national qui va engager tous les Nigériens. Et un discours dans lequel tous les Nigériens vont se retrouver. C'est ça qui fera notre force, c'est là qui fera vraiment en sorte que nous puissions tous atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre des changements climatiques et des énergies. Cette brève en sport donc retenait la fin cet après-midi du tournoi intermédiaire organisé par le groupe de presse Niger 24 et au finish, c'est l'équipe de 43 qui a battu en finale l'équipe de Bonferrey. Félicitations donc à cette équipe de 43 qui a battu l'équipe de Labari en premier match de ce tournoi intermédiaire. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.